Alors je vous ai concocté une petite intervention que je vais essayer de bien compacter pour qu'on ait le temps de faire des questions-réponses, en me demandant dans les derniers ouvrages que j'ai publiés, les derniers rapports que j'ai faits, qu'est-ce qui est pertinent pour une industrie comme la vôtre, pour une activité comme la vôtre. Et il y a 3 points que je voudrais pousser. Enfin, je crois que les économistes, c'est intéressant quand ça pousse des idées qui sont un peu décalées par rapport à ce qu'on lit tous les jours dans les journaux, etc. Le premier point que je voudrais faire, parce qu'on le voit revenir en permanence, et puis là, avec le climat un peu de campagne électorale, on le voit revenir, c'est que les services sont souvent sur la défensive en termes de la valeur ajoutée qu'ils produisent, et l'industrie manufacturière, périodiquement, arrive à faire du lobbying en relançant l'idée que il faut subventionner l'industrie pour faire vite, parce que finalement, la force d'une économie, c'est son industrie. Et donc là, je voudrais vous donner quelques chiffres qui, à mon sens, vraiment cassent complètement cette idée reçue que sans réindustrialisation, la France est condamnée à couler. Le deuxième point, qui est aussi un point d'actualité, c'est la question du chômage français. Donc, une grosse partie de la maladie économique en France, c'est le chômage. Et là, d'où ça vient? Qu'est-ce que disent les chiffres? Là aussi, je vous donnerai quelques idées et qui introduiront le thème du numérique, parce qu'au bout du compte, la marque de la période actuelle, et puis la question du marché de l'emploi, c'est lié à ce choc de polarisation que traversent actuellement toutes les économies développées, avec la disparition d'un certain nombre de jobs. Et la question, c'est où sont les nouveaux jobs, comment les attraper, comment être sûr d'être du bon côté, disons, de cette polarisation, c'est-à-dire que beaucoup d'activités disparaissent et sont transformées en un mélange de robots et de jobs peu qualifiés, peu payés, et puis en amont, au contraire, des jobs qui sont complémentaires des robots et des algorithmes et du numérique, et qui, eux, sont très qualifiés et rémunérés. Et donc là, la question, c'est comment arriver à être du bon côté de ce choc de polarisation. Et là, j'essaierai de donner quelques idées un petit peu sur comment, mais bon, enfin, de manière humble, parce que je ne connais pas les détails de votre industrie, mais comment réfléchir à se positionner pour les 10 prochaines années, pour bien saisir les chances du numérique. Alors le premier point, il y a cette rengaine, sans industrie, pas de croissance. On le voit revenir là d'ailleurs, Macron en ce moment revient un petit peu avec ce thème qu'il avait abandonné, qui était le thème de Montebourg, et on le voit revenir périodiquement dès que les élections approchent, les lobbies industriels ressortent l'idée que finalement, pour sortir du malaise français, il faut subventionner l'industrie. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que l'industrie, au sens strict, manufacturière, avec des machines et des ouvriers dans les usines, elle régresse dans tout le monde développé. Et la France ne fait pas du tout exception, c'est-à-dire que la vitesse du trend est la même en France que dans beaucoup d'économies similaires. Bon, la deuxième chose qui, pour le coup, les gens commencent à en prendre conscience, c'est que la distinction service industriel devient elle-même obsolète. C'est-à-dire que Apple, est-ce que c'est de l'industrie ou du service? Clairement, est-ce que l'iPhone est imprimé, mais littéralement, en Chine ou aux États-Unis? C'est pas une question très importante, puisque l'essentiel de la valeur ajoutée d'une boîte comme Apple, c'est plus l'impression de l'objet lui-même, c'est vraiment le software embarqué et la technologie elle-même. Alors là-dessus, quelques graphes qui, à mon sens, sont vraiment parlants. Ça, c'est la part du PIB qui est due à l'industrie dans différents pays. Donc là, en bleu, on a l'Allemagne, qui a toujours été, et c'était déjà le cas dans les années 70, beaucoup plus industrielle que la France. En Bordeaux, on a la France, elle est là. En rouge, les États-Unis, qui sont très très proches de la France, c'est-à-dire que ça aussi c'est un autre problème du débat français. On est obsédé depuis la guerre de 70, grosso modo, par la comparaison avec l'Allemagne, mais qui n'est que peu pertinente. C'est-à-dire que notre jumeau économique, c'est beaucoup plus les États-Unis et le Canada, en termes du type d'activité et de la composition, si vous voulez, du tissu économique, que l'Allemagne. Et l'Allemagne est depuis très longtemps un pays qui est beaucoup plus spécialisé dans l'industrie lourde et les machines que la France. Les services doivent se décomplexer. Les services sont une locomotive et pas un wagon. Il y a toujours cette idée que l'industrie, c'est la locomotive et qu'avec des effets d'entraînement et que les services seraient un petit peu autour pour offrir des fonctions support à l'industrie. C'est une idée qui n'a plus cours. C'était peut-être vrai dans les années 50-60. Donc là, qu'est-ce que vous avez? C'est la contribution décennie par décennie des services en rouge et de l'industrie en bleu à la croissance. Donc là, par exemple, prenons les années 60, on a un gros bâton rouge.
ça veut dire que la croissance, donc comme c'est des décennies, il faut diviser par 10 pour avoir quelque chose d'annualisé, donc en divisant par 10, ça fait du 5%. Là, même à cette époque-là, une très grosse partie de la croissance était tirée par les services et pas par l'industrie. C'est-à-dire que cette idée que l'industrie est la locomotive, c'est vraiment très dur de trouver une manière dans les données de la représenter. C'est juste pas exact. Bon, et aujourd'hui, c'est vraiment carrément inexact au sens où on ne voit même plus apparaître l'industrie. L'industrie n'est plus une locomotive du tout. C'est vraiment les services qui sont quasiment l'intégralité, enfin l'intégralité même de la croissance française aujourd'hui. Alors maintenant, je voudrais faire un point sur le chômage, l'état du marché de l'emploi, et ça va être lié au troisième thème que je vais amener, qui est le numérique et comment bien se positionner en tant qu'industrie de services par rapport au numérique. C'est comprendre ce qui se passe actuellement en fait sur le chômage français, quelles sont les particularités du débat français. Donc s'il y a une chose dont il faut que vous vous souveniez de cette présentation, c'est cette courbe de la polarisation du marché du travail, qui est vraie dans tous les pays développés. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est en abscisse, alors prenez toutes les catégories socio-professionnelles des années 90 et on les range par salaire moyen croissant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des salaires élevés au sein de chacune, mais on prend un salaire moyen pour chaque catégorie socio-professionnelle. Donc là, pour faire vite, on a plutôt les ouvriers peu qualifiés à gauche et à droite, plutôt des jobs de cadre. Et là, vous avez au milieu des professions intermédiaires. Et donc, ce qu'on voit dans tous les pays développés, c'est cette polarisation, à savoir que depuis les années 90, les jobs du milieu de la distribution sont en train de disparaître. Donc, pour faire vite, les jobs d'ouvriers qualifiés, de secrétariat, d'administratif ont tendance à disparaître. Et ce qui apparaît, c'est des jobs aux deux extrêmes de la distribution, c'est-à-dire plutôt les jobs assez peu qualifiés, de service à la personne, et puis à droite, des jobs plutôt managériaux ou techniques du type informatique, etc. Et donc ça, cette courbe, elle travaille actuellement toutes les économies développées. La question, c'est comment on réagit face à ça. Donc c'est là que la France a fait un choix qui est coûteux, qui est que on ne donne pas tellement de chance à ces jobs d'exister. C'est-à-dire que les jobs peu qualifiés sont très difficiles à faire exister en France, et du coup, ce choc de polarisation qui, aux États-Unis, par exemple, s'est traduit par une hausse des inégalités, qui est en soi un problème social. En France, ces inégalités, elles prennent la forme d'une hausse du chômage. Mais une hausse qui est inégalitaire, parce que toutes les professions ne sont pas du tout exposées de la même manière à la hausse du chômage. C'est-à-dire que c'est vraiment les peu qualifiés qui sont très exposés. La bonne nouvelle pour la France, c'est justement, si on part un petit peu de cette idée que les États-Unis sont notre économie jumelle et qu'on peut utiliser ça pour avoir un sens de où sont les réservoirs potentiels de jobs, il y a à peu près 3 millions, si on avait le même nombre d'employés dans la santé, l'éducation, l'hôtellerie-restauration par habitant qu'aux États-Unis, on aurait 3 millions de jobs en plus en France. Donc en un sens, les jobs potentiels, ils sont là. La question, c'est comment les faire exister et comment les rendre compatibles avec le modèle social français, et puis une certaine aversion à l'inégalité qui est complètement acceptable. C'est-à-dire qu'en soi, le fait de vouloir redistribuer n'est pas un problème, mais il faut arriver à le rendre compatible avec le fait que ces gens trouvent des emplois. Qu'est-ce que le numérique apporte en termes de valeur ajoutée? Quelle est la source de richesse finalement que le numérique apporte? Je crois qu'il y en a 4 distinctes. Il y a la première qui est la plus évidente, qui est l'automatisation, de dire là où il fallait quelqu'un pour rentrer les chiffres à la main, etc., maintenant on a une machine qui, paf, extrait les données et le fait à notre place. La deuxième, c'est ce que les économistes appellent la qualité du matching, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrive à faire se matcher l'offre et la demande beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus fine. Donc ça, c'est le fameux thème de Uber. C'est-à-dire que là, si vous cherchez un taxi à un endroit donné, tout de suite vous allez être repéré. Ça augmente l'efficacité, si vous voulez, de l'économie en rendant possible la rencontre de quelqu'un qui cherche, qui est prêt à offrir un travail, quelqu'un qui a besoin du job, et ce matching se fait plus vite. Ensuite, la troisième source, la troisième révolution que le numérique a apportée, c'est cette histoire de rating. C'est ça le plus contre-intuitif, c'est là-dessus que les économistes se sont plantés. Bon, en un sens, c'est une vieille révolution, ça date de eBay. Quand eBay s'est lancé, tous les économistes disaient ça va pas marcher, on peut pas faire confiance à n'importe qui, exactement comme quand Uber ou plutôt ses concurrents initiaux se sont lancés, on disait on va pas, exactement pour la même raison qu'on fait pas de l'autostop, on va pas entrer dans des voitures dont on sait pas du tout qui les conduit. Or ça, en réalité, c'est très très puissant. C'est un levier très puissant du numérique. C'est la capacité à créer de la confiance avec les fameuses étoiles des gens qui fournissent des prestations sur le numérique.
Et ça fonctionne beaucoup mieux que ce qu'on anticipait, aussi bien les économistes, je pense, que le bon sens des gens qui se sont retrouvés en concurrence avec ces plateformes numériques. C'est très important d'utiliser le numérique pour explorer à faible coût des trucs nouveaux, pour voir si ça nous plaît, pour voir si ça fonctionne, si ça prend ou pas. Et donc je pense qu'il faut avoir en tête cette idée que si c'est pas vous qui le faites, c'est d'autres qui vont le faire en un sens. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité d'exploration à faible coût qui crée beaucoup d'entrepreneuriat en ce moment et qu'il faut exploiter, je pense. On n'a pas le choix en tant que professionnel, il faut exploiter toutes ces nouvelles idées dont c'est pas sûr qu'elles vont prendre, mais il faut rester à la frontière. Justement, pour continuer sur ce thème de la formation, il semble qu'il y ait en tout cas dans la réflexion une controverse par rapport à ce sujet qui est de dire à la fois on a constaté qu'on avait peu de gens qualifiés, donc on a poussé à qualifier, et à la fois on se rend compte aujourd'hui que la montée en qualification, c'est l'histoire des 80% d'une classe d'âge au bac et autres, n'apporte pas les résultats satisfaisants, puisque une des catégories qui est les plus touchés par le chômage, ça reste les jeunes qui, globalement, par rapport à la structure de la population, sont un peu plus qualifiés que leurs aînés. Donc, est-ce que la corrélation est si évidente que ça entre formation et emploi, sachant d'autre part, et je rajoute une contrainte supplémentaire dans votre réponse, c'est qu'au fond, les emplois peu qualifiés, on en a besoin. Je crois, donc il y a deux réponses. Il y a une première réponse qui est sur le chômage des jeunes. Il est moins pathologique qu'il en a l'air, précisément parce que les jeunes qui sont dans la population active quand ils ont moins de 20 ans, c'est précisément ceux qui ne font pas d'études. Donc en un sens, il y a un très très gros biais. Quand on dit taux de chômage des jeunes très élevé, c'est taux de chômage des jeunes parmi la population active des jeunes. Ça exclut donc tous ceux qui sont en train de faire des études. Et donc de plus en plus, c'est une population qui... c'est vrai que c'est devenu un peu normal, entre guillemets, de faire des études après le bac. Mais ça, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est optimal que tout le monde le fasse. Et l'absurdité, c'est qu'il faille faire des études pour faire des jobs sur lesquels c'est vraiment du contact humain et ça s'apprend sur le job beaucoup plus qu'à l'école. Et donc là, ça renvoie à la question des réglementations des professions peu qualifiées. C'est-à-dire le fait que pour laver des voitures, faire une manucure, etc., il faut de plus en plus la barre augmente d'année en année en fait, sur les études qu'il faut faire pour avoir accès à ces jobs. Donc ça, je suis d'accord qu'il y a une réflexion à avoir sur l'accès à certains jobs, par exemple du paramédical, sur lesquels actuellement il faut une qualification élevée, alors que c'est des jobs qui peuvent être faits du moment qu'on en restreint le périmètre par des personnes qui ne sont pas forcément très qualifiées. Ouais.